Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau télé au sommet de l'élevage. Nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'Agriculture et candidat à la primaire de la droite et du centre. Nous accueillons également Jérôme Jabodon. Vous êtes chef d'entreprise d'une marque qui s'appelle Kubota, une marque de tracteurs en France. Nous accueillons également Patrice Moyon. Bonjour. Bonjour Patrice, vous êtes journaliste pour Ouest France. Et Jean-Yves Vif, vous êtes rédacteur en chef du journal La Montagne. Bonjour. Bonjour. Et Alain Rouillet, vous êtes directeur de Datagri. Vous avez réalisé un sondage sur les attentes et les attentions des agriculteurs. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour. Effectivement, nous avons fait un sondage auprès des agriculteurs ce week-end, donc très très récent. 465% des agriculteurs nous ont répondu, 460 agriculteurs nous ont répondu, toute culture, tout âge, toute formation aussi. Et nous leur avons demandé quels étaient les éléments principaux qui devaient apparaître dans le programme du futur président. Aussi, et ensuite, quel était le parti qui leur semblait le plus proche de ces attentes et quelle personnalité dans ces partis-là. Et ensuite, leurs intentions de vote. En fait, on remarque que dans les attentes les plus importantes, on retrouve en premier, et cité bien avant les autres, c'est la diminution des normes. Ensuite, on retrouve, et c'est peut-être une surprise, le refus des traités transatlantiques, le TAFTA. C'est la deuxième position. La troisième vient, évidemment, c'est la place de l'agriculture dans l'économie, la place des agriculteurs dans la société. Et on retrouve à peu près au même niveau, 60% des personnes ont cité cet élément-là, c'est l'augmentation de la régulation. Voilà. Ensuite, on retrouve en retrait un peu la sécurité, la santé des personnes et l'environnement qui vient en décrochage. On a demandé ensuite quel était le parti le plus proche de ces intentions-là. Et bien la surprise, c'est que la réponse, c'est aucun parti à 22%. Et on retrouve, si on ajoute aussi les gens qui disent je ne sais pas à 12%, on a un tiers des personnes, il reste du travail pour les politiques, qui ne savent pas pour qui ils vont voter ou qui ne sont pas satisfaits par les solutions proposées. Sinon, le parti qui apparaît en premier, c'est quand même les Républicains, suivi ensuite du Front National. Tous les autres partis sont complètement décrochés. On leur demandait ensuite dans les Républicains, quelle était la personnalité qui leur convenait le plus ou qui répondait le plus aux attentes. C'est M. Bruno Le Maire, largement, à 42%, suivi ensuite de M. Juppé, puis de M. Sarkozy. Vous souhaitez réagir ? Ah bah ça fait plaisir. Voilà, c'est une grande fierté d'avoir le soutien des paysans français. Ensuite, sur les problèmes, là aussi, c'est pas une grande surprise. Les normes, c'est insupportable pour un paysan français de se dire qu'il est obligé d'appliquer des normes en France qui ne sont pas appliquées chez ses principaux concurrents allemands, italiens ou espagnols ou danois ou suédois. C'est insupportable. Donc la proposition que j'ai faite, c'est que chaque règle européenne appliquée en France doit être exactement la même application que ce qui existe dans les autres pays européens, ni plus ni moins. Le TAFTA, même chose. On ne va pas signer un traité que je connais, avec lequel j'ai discuté avec nos partenaires américains, qui fera rentrer en France des produits comme le bœuf aux hormones, le poulet chloré, c'est-à-dire des produits agricoles qui ne respectent aucune des normes qui sont imposées à nos propres producteurs. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour eux. Quant à la régulation, moi j'estime que le rôle du prochain président de la République, c'est d'être lui-même le ministre de l'Agriculture. C'est à lui d'aller taper du poing sur la table à Bruxelles et de dire on a besoin de régulation pour lutter contre la variation des prix qui est insupportable dans tous les secteurs agricoles, en particulier le secteur de la production du lait. Vous avez les Français, si vous êtes élus, pourront pas dire que vous les avez trompés. Vous avez un programme dense. Vous dites tout dire avant, tout faire après. Avec un programme qui fait 1000 pages, vous allez parfois très loin dans les détails, jusqu'à, par exemple, proposer l'abrogation de l'obligation d'affiliation à une complémentaire en entreprise. Et puis, vous êtes un peu plus flou sur d'autres sujets. Par exemple, vous proposez de remplacer le principe de précaution par un principe d'innovation. Sur un sujet très précis, aujourd'hui la France est le premier exportateur mondial de semences. Comment est-ce que vous faites partager un enjeu comme celui des nouveaux OGM ? Principe d'innovation, comment est-ce que vous faites partager cet enjeu ? On doit pouvoir chercher. La France doit pouvoir chercher. Chercher ne veut pas dire cultiver. Mais ne nous privons pas de la possibilité de chercher. Quand on a fait de la recherche sur les vignes transgéniques à Colmar et qu'on a détruit en une nuit 10 années de recherche sur la vigne transgénique,
Mais c'est absolument désolant pour la recherche, pour le savoir-faire français en matière agricole. Si nous voulons rester une grande puissance agricole, nous devons être une puissance d'innovation. Et on ne doit pas avoir peur de ce mot d'innovation parce que c'est pour moi la meilleure façon de concilier développement agricole et respect de l'environnement. Jean-Yves Vif. Bruno Le Maire, vous, président de la République, dans quelques mois, quelle sera votre première orientation pour l'agriculture française? Première question. Deuxième question, quelle sera la première décision pour les éleveurs du Massif central? La première orientation, c'est la régulation du marché, la bataille européenne. Si demain je suis élu président de la République, au premier Conseil européen auquel je participe avec tous les chefs d'État européens, je dis l'agriculture française est de retour. Nous voulons de la régulation des marchés. Nous suspendons immédiatement, je dis bien immédiatement, la négociation du traité transatlantique. Voilà les deux décisions politiques lourdes que je prendrai immédiatement. Pour les éleveurs du Massif central, il y a toute une série de décisions à prendre. D'abord, il faut protéger l'ICHN, priorité absolue. Sans indemnité compensatrice de handicap naturel, toutes ces zones-là ne peuvent pas s'en sortir. Elle a été revalorisée, il faut maintenir cette revalorisation. Ensuite, on poursuit sur la baisse des charges, la simplification des normes, l'assouplissement des contrôles administratifs, tout ce qui empêche nos producteurs de travailler dans de bonnes conditions. Deuxième orientation nationale, la consommation française. On doit pouvoir faire en sorte que dans les cantines scolaires françaises, dans le Puy-de-Dôme et ailleurs, on consomme davantage de produits français. Les États-Unis appliquent cette règle-là. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne se battrait pas pour consommer davantage de produits français dans les lieux de restauration publique français. Vous vous dites favorable à la préférence communautaire et à la mise en place de quotas nationaux. Est-ce que c'est euro-compatible? Il ne faut pas prendre comme une donnée acquise toutes les règles européennes. Le rôle de la France, c'est de les faire évoluer en fonction de nos intérêts français et des intérêts européens. Quand en 2009, il y a eu une crise du lait absolument massive et que j'ai discuté avec Marianne Fischer-Boel, elle m'a dit ah, « ce n'est pas le rôle de la Commission d'intervenir sur les marchés économiques européens. Donc je n'interviendrai pas. » J'ai rassemblé 20 États européens, on a lancé l'appel de Paris, on a forcé la Commission à intervenir. Les règles sont faites pour être modifiées quand elles ne correspondent pas aux intérêts des producteurs. Et je considère que dans les règles européennes, on en fait trop pour la concurrence, pour la défense systématique du consommateur et pas assez pour la défense du producteur. On doit penser davantage aux producteurs, sinon demain, ils disparaîtront. Jérôme Jabodon. Je reviens sur ce que vous disiez. Vous pensez, quand vous serez président ou si vous le devenez, pouvoir intervenir rapidement sur l'agriculture. Vous ne pensez pas que ce délai-là va être déjà trop long par rapport à ce que l'on se rencontre? Nous, dans nos concessions de matériel agricole, on fait office de banquier, effectivement, de réparateur, mais on est quand même là et on subit ce qui se passe actuellement. Alors, je rejoins parfaitement ce que vous dites. Il y a une urgence absolue. Et tous les agriculteurs que j'ai commencé à rencontrer dans le salon, et je sais que je vais entendre ça tout cet après-midi, vont me dire on a le couteau sous la gorge. Il faut intervenir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il y a des mesures de trésorerie qui ont été prises, très bien. L'allègement des normes, ça doit être tout de suite. La simplification des règles, ça doit être tout de suite. Et on peut envisager aussi des dispositifs fiscaux, par exemple sur la DPA, pour permettre à un agriculteur qui a un revenu correct une année, de garder sa trésorerie pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans avoir d'impôt sur cette trésorerie, pour qu'il puisse l'utiliser quand ça va plus mal. Ça, je pense que c'est aussi un aspect majeur qu'on doit pouvoir développer rapidement. Jean-Yves Vif. Bruno Le Maire, vous nous dites on en fait trop pour la défense du consommateur, ou plus exactement, on oublie le professionnel et la filière. Mais derrière tout ça, est-ce que l'avenir des filières de qualité, donc l'avenir de l'agriculture, n'est pas le citoyen, le consommateur? Si, mais je veux bien me faire comprendre. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 2 politiques européennes agricoles possibles. La première, c'est de dire on cherche systématiquement le prix le plus bas possible. Et si on trouve une entrecôte au Brésil qui est moins chère que l'entrecôte du Charolais, eh bien on prend l'entrecôte du Brésil. Cette politique-là est une politique de court terme qui ruinera notre indépendance alimentaire et qui ruinera nos producteurs. L'autre politique que je défends, elle vise évidemment à protéger le consommateur, lui garantir la sécurité sanitaire, mais à lui garantir aussi la qualité du produit, la typicité du produit, l'origine nationale du produit qu'il consomme. Faire attention aux producteurs, pour moi, ça doit être demain une des priorités absolues de l'Union européenne. Arrêtons avec la politique du prix toujours le plus bas.
parce que ça tuera nos producteurs. Et essayons de tenir compte et du consommateur et du producteur. Patrice Moyon. Oui, pour en revenir aux producteurs, vous êtes favorable à une refonte de la loi LME pour renforcer, c'est ça, la place du producteur. Concrètement, Oui. vous faites comment? Concrètement, je pense qu'il faut rassembler l'ensemble des enseignes des grandes surfaces, ouvrir des discussions avec elles et expliquer à quel point la répartition des marges ne tient plus aujourd'hui en France. Et que dans la répartition des marges, une part plus importante doit être réservée aux producteurs. Le producteur qui vend son litre de lait 24, 25, 26 centimes d'euros et qui le retrouve à plus d'1 € sur les rayons de son supermarché se dit mais où est passée la marge? On doit rendre de la marge aux producteurs parce que sinon, une fois encore, le risque c'est qu'ils disparaissent. Mais vous savez que les producteurs de Saint-Nectaire ici le valorisent 3 fois plus que ça. Oui. On dira la même chose dans la filière Comté. La filière Saint-Nectaire est exceptionnelle. La filière Comté est exceptionnelle. Tous les AOC, je les défends avec en plus la force de celui qui aime ses produits et qui aime bien les consommer. Mais nous ne pourrons pas avoir des producteurs qui ne produisent que du lait pour des appellations AOC à des valorisations très élevées. Tant mieux pour les producteurs de lait de Saint-Nectaire, tant mieux pour les producteurs de lait de Comté, mais il faut aussi penser à tous ces producteurs de lait qui servent Lactalis ou d'autres grandes entreprises industrielles à des prix qui sont bien inférieurs. Eux doivent pouvoir négocier en position de force le prix de leur lait avec l'industriel. Jérôme. Vous ne pensez pas que face à toutes ces grosses structures, il y a des lobbies très puissants? Vous pensez pouvoir réagir face à ça? Que ce soit dans la viande ou dans le lait d'ailleurs. Dans le lait, moi je considère que la seule solution, c'est dans des organisations de producteurs mieux structurées, par grands bassins laitiers, qui négocieront collectivement le prix du lait avec l'industriel. Et je reconnais bien humblement que lorsque j'étais ministre de l'Agriculture, on a essayé de le faire, on n'y est pas arrivé. C'est très difficile, il y a des résistances culturelles, il y a des résistances économiques, mais si vous arrivez demain à avoir un grand bassin laitier du centre qui rassemble les milliers de producteurs de lait pour négocier seul à seul, d'égal à égal, le prix du lait avec Lactalis ou avec d'autres grandes entreprises industrielles, ce sera quand même un autre rapport de force que d'avoir un producteur tout seul qui va vendre son lait à un grand industriel. Alain Rouillet. Oui, nous avons laissé la possibilité aux agriculteurs de poser des questions au futur président. Et beaucoup de ces questions étaient liées à leur désespoir de la pratique de leur métier d'aujourd'hui. Vous avez dans votre programme quelque chose qui s'appelle AN Rural, ou AN Rural. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Comment ça fonctionne? Pendant plusieurs années, on a investi massivement sur les quartiers en difficulté. C'est l'initiative de Jean-Louis Borloo avec Jacques Chirac. Ça s'appelait l'Agence nationale de rénovation urbaine. Il y a plusieurs milliards d'euros qui ont été dépensés. Ça a été extrêmement efficace et je pense que c'était une très bonne décision. Mais on a oublié les territoires ruraux. Les territoires ruraux sont les grands sacrifiés de la politique territoriale française. Eh bien moi je veux faire pour les territoires ruraux ce qui a été fait pour les quartiers en difficulté. Investir pour l'accès aux soins, pour le très haut débit, pour l'équipement des zones rurales. Si vous voulez sauver l'agriculture française, sauver la ruralité, il faut que d'ici 2025, toutes les communes rurales françaises, sans exception, aient accès à la fibre et au très haut débit. Donc vous dénoncez le mouvement actuel de métropolisation et de concentration. Je dénonce l'abandon des communes rurales. Moi, ça me fait pleurer de voir la situation de communes rurales qui ne s'en sortent pas, qui ne peuvent plus investir, qui n'ont pas l'accès au très haut débit, où on attend 9 mois pour avoir rendez-vous chez un médecin, où les emplois disparaissent, où les commerces de proximité ferment. On ne peut pas laisser faire. La France, c'est sa ruralité. Donc se battre pour la ruralité, lancer un plan d'investissement comme celui que je propose, c'est une manière de dire on ne vous oublie plus, on ne vous oublie pas. Cet accès au haut débit dans les territoires ruraux, vous l'avez chiffré? Oui, c'est un chiffrage de plusieurs milliards d'euros. Vous trouverez le chiffre exact dans mon contrat présidentiel, mais j'estime que c'est de l'argent bien investi. Il faut savoir quelle France nous voulons demain, c'est le rôle du chef de l'État. Est-ce que demain nous voulons une France où, comme le dit très bien monsieur, toutes les richesses, le savoir, les universités, les laboratoires de recherche, les grandes entreprises sont concentrées uniquement dans les métropoles et les grandes agglomérations? Ou est-ce que nous voulons un équilibre des territoires où les territoires ruraux peuvent produire des richesses, avoir des agriculteurs, avoir des médecins, avoir des professions libérales? Moi, je fais résolument le second choix. Et j'estime que c'est de l'argent public bien investi que d'investir dans les infrastructures, d'investir dans le numérique sur ces territoires ruraux. Jean-Yves Vif, dernière question. Ce matin, le ministre de l'Agriculture a été chahuté ici au sommet. Vous-même,
ministre de l'Agriculture en 2009, vous bénéficiez d'une image meilleure chez les agriculteurs. Vous l'aviez été un peu ici. Comment vous expliquez la complexité de cette relation entre les agriculteurs, les organisations professionnelles et les gouvernements successifs? Vous savez, c'est une relation d'abord humaine, la relation des agriculteurs avec leur ministre. Et c'est une relation qui dure. Et le sondage que vous venez de donner, moi, il me fait plaisir parce que ça montre que c'est une relation qui s'inscrit dans la durée. C'est une question de respect. Les paysans français savent parfaitement que le ministre de l'Agriculture ne peut pas tout faire. Ils le savent parfaitement. Mais ils demandent juste que le gars, il bosse 7 jours sur 7, 15 heures par jour, 365 jours sur 365 pour eux. Parce que c'est sa mission. Et quand il voit un ministre de l'Agriculture qui est aussi porte-parole du gouvernement et qui préfère parfois la politique politicienne aux intérêts des paysans, bah forcément ça se passe mal. Cette émission est maintenant terminée. Messieurs, je vous remercie et je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes pour une prochaine émission. Merci. Merci. Monsieur le maire.